J'ai demandé à plus de 200 chefs d'entreprise quelle était la chose sur laquelle ils perdaient le plus de temps au quotidien et qui les agaçait le plus, et voici les statistiques que j'en ai tirées. Donc on a 4% qui considèrent que ce sont les déplacements inutiles, 7% la gestion des détails, 9% la recherche d'informations, 17% les tâches administratives, 23% les réunions et 40% les interruptions. Et on n'est pas surpris parce que chez Everlab, on a accompagné plus de 300 dirigeants dans la gestion de leur temps. Et effectivement, ce qu'on remarque, c'est que dans le top 3 des choses qui font perdre le plus de temps, on a les interruptions. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, les chefs d'entreprise viennent nous voir pensant que le problème, ce sont les interruptions. Mais en réalité, c'est juste un symptôme qui vient cacher des problèmes plus profonds qu'on va aborder dans un instant. Mais avant, si vous voulez tirer un maximum bénéfice de la présentation, je vous invite à télécharger le kit anti-interruption qui va résumer tous les points qu'on va aborder dans cette présentation et qui inclut aussi un calculateur du coût des interruptions qui va vous permettre de savoir combien vous coûte financièrement les interruptions au quotidien. Donc pour télécharger ça, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Alors pourquoi les interruptions sont un poison pour vous et votre entreprise? Premièrement, elles ruinent votre productivité. Aujourd'hui, vous pensez que lorsque vous faites interrompre, il se passe ça. Vous faites votre tâche, quelqu'un vient vous voir, il vous interrompt, vous allez peut-être passer 5 à 10 minutes sur l'interruption et ensuite vous allez reprendre votre tâche. Sauf qu'en réalité, c'est pas ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Vous avez votre tâche, ensuite vous avez l'interruption qui a duré 5 à 10 minutes, mais vous ne serez pas en mesure de reprendre tout de suite la tâche et d'enchaîner parce que vous avez aussi ce qu'on appelle un temps de récupération qui dure entre 8 à 23 minutes. Qu'est-ce que c'est que ce temps de récupération? C'est le temps tout simplement pour vous remettre dans le bain, pour vous reconcentrer sur la tâche sur laquelle vous étiez en train de travailler. Et selon la complexité de cette tâche, ça va vous prendre entre 8 à 23 minutes. 23 minutes si c'est une tâche assez complexe, 8 minutes si c'est une tâche simple. Et ensuite, vous pourrez reprendre votre tâche. Donc on va voir combien de temps un chef d'entreprise peut perdre en prenant en considération les interruptions et le temps de concentration. Donc on va prendre le cas de Baptiste, qui est dirigeant d'une TPE. Il travaille 50 heures par semaine et il se fait interrompre 2 fois par heure en moyenne. Chaque interruption dure 5 minutes et lui demande un temps de récupération de 10 minutes. Et par expérience, je sais que c'est très conservateur et que la plupart du temps, les chefs d'entreprise se font interrompre plus souvent chaque heure et pendant plus longtemps. Mais ici, on va rester assez conservateur. À la fin de la semaine, voilà ce que ça va donner. Baptiste aura passé 8 heures et 20 minutes sur les interruptions, 16 heures et 40 minutes en temps de récupération et 25 heures à travailler réellement sur ses tâches. Donc il travaille 50 heures par semaine, mais finalement, il n'y a que vraiment 25 heures productives sur son temps de travail. Donc ça a déjà un coût en termes de temps, mais ça a aussi un coût financier. Vos interruptions coûtent très cher. On va reprendre l'exemple de Baptiste qui a un salaire brut de 100 000 euros par an. En considérant qu'il passe la moitié de son temps à être interrompu et à se reconcentrer, ça veut dire qu'il paye 50 000 euros par an pour être interrompu et se reconcentrer. En gros, c'est comme s'il payait un salarié à temps plein dont le seul job est de se laisser constamment distraire. Et le pire, c'est que Baptiste n'est pas le seul à être interrompu. Ses collaborateurs aussi le sont parce que ils vont discuter, ils vont s'interrompre les uns les autres. Donc là aussi, ça va avoir un coût financier auprès de ces personnes-là. Et ça a un coût qui a d'ailleurs été chiffré aux États-Unis de 588 milliards de dollars par an. C'est ce que ça coûterait en gros aux entreprises. Donc ça, c'est le problème en termes financiers. Et puis aussi un problème en termes de santé mentale, c'est que les interruptions sont une des premières causes du burn-out. Selon une étude de Resume Lab, on a les facteurs d'épuisement professionnel suivants. Premièrement, on a le volume de travail à 57%, à 34% l'environnement toxique et à 31% les interruptions. Donc c'est la 3e cause de burn-out identifiée. Et puis, les interruptions freinent aussi la croissance de votre entreprise. Et pour illustrer ce point-là, j'aimerais parler de Bill Gates. Donc, quand Bill Gates dirigeait Microsoft, il avait instauré ce qu'il appelle des Think Week. Le principe, il est simple. 2 fois par an, il s'isolait pendant 1 semaine dans un chalet pour travailler sur la vision de son entreprise. L'objectif, c'était de pouvoir faire émerger de nouvelles idées brillantes pour faire passer son empire à chaque fois à des niveaux supérieurs. Et pour ça, il avait besoin d'être isolé de ses collaborateurs, isolé des appels, etc. Donc qu'est-ce que ça nous fait dire et quelles conclusions on peut en tirer? C'est que vous avez besoin d'espace et de calme pour faire émerger les meilleures idées. Si vous êtes constamment interrompu et que vous passez votre temps à éteindre le feu, vous ne pouvez pas créer cet espace, vous ne pouvez pas prendre du recul sur votre entreprise
Or, c'est hyper important, c'est votre mission, c'est votre rôle en tant que chef d'entreprise de prendre du recul pour pouvoir réfléchir stratégiquement aux choses. Donc comment limiter 90% des interruptions? Il y a 3 choses qui vont vous aider. Premièrement, votre psychologie, la formation et les routines. Donc on va voir en détail chacun de ces points maintenant. La psychologie, c'est un point qui est souvent sous-estimé, mais c'est un des points les plus importants. C'est que vos croyances, elles créent votre réalité. Et selon vos croyances, vous allez créer des réalités qui ne vont pas vous servir. On va prendre quelques exemples. Admettons que votre croyance, c'est que vous pensez que contrôler chaque détail est essentiel au bon fonctionnement de votre entreprise. La réalité que vous allez créer avec cette croyance, c'est que vous allez devenir un goulot d'étranglement où tout passe par vous, ce qui va forcément entraîner des interruptions constantes. Une autre croyance, ça pourrait être, vous pensez que votre présence est requise pour chaque décision. La réalité que vous allez créer à ce moment-là, c'est que vos collaborateurs vont prendre l'habitude de vous demander systématiquement une validation sur tout, au lieu de prendre des initiatives. Et puis une autre croyance, ça pourrait être, vous pensez que le temps passé à former est du temps perdu sur des tâches plus importantes. Et c'est une croyance qui est très commune malheureusement. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas former vos collaborateurs et ils deviendront jamais autonomes, ce qui veut dire qu'ils vont constamment vous interrompre pour demander de l'aide. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vos croyances sont le terreau sur lequel pousse votre entreprise. Et si vous avez des croyances limitantes, aujourd'hui, ça va limiter le potentiel de votre entreprise. Pour limiter les interruptions, vous devez changer vos croyances. Donc comment vous faites pour changer vos croyances? Eh bien, laissez-moi vous poser cette question. Imaginez, vous discutez avec quelqu'un qui est persuadé que la Terre est plate. Comment est-ce que vous allez faire pour changer ces croyances? Eh bien, vous allez certainement chercher des preuves irréfutables que la Terre est ronde. Vous allez peut-être chercher dans des articles scientifiques, faire appel là encore à des scientifiques, lui montrer des photos pour lui prouver tout ça. Eh bien, vous devez faire la même chose pour changer vos croyances. Vous devez remettre en question vos croyances en allant chercher des preuves irréfutables qu'elles sont infondées. Et une des meilleures façons de le faire, c'est de faire de micro-expériences. Par exemple, si un collaborateur vous interrompt pour vous demander ce qu'il doit répondre à un client avec lequel il est au téléphone, vous n'allez pas faire comme d'habitude. Au lieu de lui donner une réponse tout de suite, vous allez demander d'abord à votre collaborateur qu'est-ce qu'il répondrait. Et ça va vous permettre de savoir sa réflexion, son mode de fonctionnement, et vous allez peut-être être surpris de voir que ce qu'il va répondre, c'est ce que vous répondriez vous aussi. Un autre exemple, c'est de bloquer juste une matinée, ça peut être n'importe quel jour, un jeudi, un vendredi, 2-3 heures le matin, pour travailler dans un café et vous isoler de vos collaborateurs, des appels, vous coupez votre téléphone, vous coupez vos emails pour travailler en profondeur sur vos sujets. Et généralement, quand on donne ce genre d'exercice aux dirigeants qu'on accompagne, ils remarquent que, bizarrement, le monde continue de tourner sans eux et que même si jamais ils ont tout bloqué, leurs collaborateurs trouvent des solutions, les problèmes se résolvent, etc. Le deuxième point, c'est la formation. Hyper important et c'est un point qui est négligé malheureusement par pas mal de chefs d'entreprise. Parce que voilà ce que les chefs d'entreprise font généralement. Ils sont débordés, alors ils disent qu'ils ont besoin d'embaucher. Ensuite, ils embauchent une personne, ils lui expliquent 2-3 choses à la va-vite entre 2 réunions parce qu'ils n'ont pas le temps de leur accorder plus de temps. Ils délèguent quelques tâches sans trop donner d'explications et sans définir un cadre spécifique. Et ensuite, ils se plaignent parce que les personnes à qui ils ont délégué les tâches les interrompent pour leur poser des questions. Mais ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que le problème ne vient pas de la personne, du délégataire, elle vient du dirigeant. C'est votre rôle en tant que dirigeant de former vos collaborateurs pour faire en sorte qu'ils soient autonomes. Donc pour limiter les interruptions, vous devez former vos collaborateurs pour les rendre plus autonomes. Et il y a 4 étapes pour former vos collaborateurs. Premièrement, vous allez analyser les besoins en formation. Un bon exercice pour ça, c'est pendant 2 semaines, vous allez prendre une fiche de suivi et à chaque fois que quelqu'un vient vous interrompre, vous allez noter le nom de la personne, la raison de l'interruption et ça va vous donner ensuite un track record de toutes les interruptions et vous allez pouvoir identifier ensuite vos besoins en formation par rapport à ça. La deuxième étape, c'est d'établir un plan de formation. Vous allez définir un plan avec les différents sujets à aborder, les points bloquants
que vos collaborateurs, sur lesquels vos collaborateurs ont besoin de monter en compétences. Ensuite, la troisième étape, ça va être de créer des ressources de formation. Donc par ressources, ça sous-entend souvent de créer des SOP, donc des procédures opérationnelles standardisées. Ce sont les étapes très spécifiques que vos collaborateurs doivent suivre pour accomplir un processus donné. Ici, il va aussi s'agir de soit documenter ces informations-là sur un logiciel comme Notion ou Asana par exemple, ou alors ça peut être aussi de tourner des vidéos avec Loom de façon à rendre vos formations asynchrones pour que ce soit plus efficace pour vous. Comme ça, vous enregistrez la formation une fois et vous pouvez la partager à autant de personnes que vous voulez sans y passer plus de temps nécessairement. Ensuite, quatrième étape, c'est de mettre en œuvre la formation. Donc vous allez dispenser la formation auprès de vos collaborateurs. Et l'intérêt de faire ça, c'est que vous allez compresser le temps de formation. Parce que voilà ce que la plupart des dirigeants font, ils n'utilisent pas de plan de formation et ils se retrouvent dans le cas de figure suivant. Il y a ce que j'appelle le seuil d'autonomie libératoire. C'est un seuil au-dessus duquel la délégation devient vraiment intéressante parce que vos collaborateurs sont autonomes et ils gèrent la plupart des tâches sans nécessiter votre aide. Et là, c'est intéressant parce que ça vous permet vraiment de dégager du temps. Mais quand vous n'avez pas de plan de formation, voilà ce qui se passe. Au début, vous allez passer un petit peu de temps à former votre collaborateur, peut-être 2-3 heures par-ci par-là. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, les mois qui vont venir, vous allez peut-être passer 15 minutes ici et là pour former vos collaborateurs. Le problème avec ça, c'est que vous n'allez jamais atteindre le seuil d'autonomie. Et vos collaborateurs seront toujours dépendants de vous, malheureusement. Maintenant, si vous avez un plan de formation, autrement dit une vraie stratégie de formation pour faire rapidement monter en compétence vos collaborateurs, vous allez vous retrouver dans le cas de figure suivant. Donc vous allez passer beaucoup de temps au départ sur la formation. Vous allez peut-être passer 15-20 heures par semaine pendant 2 semaines. Donc ça va vous demander beaucoup de temps et forcément, ça va nécessiter de ralentir sur les autres sujets. Par contre, en faisant ça et en investissant beaucoup de temps sur la formation d'entrée de jeu, vous allez créer un niveau d'autonomie très rapide et explosif auprès de vos collaborateurs. Parce que vous leur donné les heures nécessaires de formation et vous allez atteindre le seuil d'autonomie libératoire beaucoup plus rapidement. Et c'est ce que les dirigeants ont souvent tendance à oublier, c'est ils vont négliger la formation et ils vont l'étaler dans le temps. Et ce qui fait que une personne, d'ailleurs en moyenne, une personne va devenir opérationnelle, sera considérée opérationnelle au bout de 6 mois. Sauf que lorsque vous avez un vrai plan de formation, un onboarding bien ficelé, vous pouvez compresser ce temps-là et faire en sorte qu'une personne soit opérationnelle très rapidement, entre 15 à 1 mois, entre 15 jours à 1 mois, et qu'elle puisse accomplir les tâches comme vous le souhaitez. Ensuite, la troisième chose, ce sont les routines. Donc les routines, c'est ce qui va permettre de rendre tout ce qu'on vient de voir possible. Il y a 2 routines principalement qui vont vous aider. Premièrement, ce sont les blocs de deep work. Je sais que la plupart des dirigeants sont habitués à seulement utiliser leur calendrier pour leurs rendez-vous, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin en mettant en place un système de time blocking où vous allez bloquer du temps pour vos tâches spécifiques. Donc vous allez dire par exemple de 8h jusqu'à 10h le matin, je vais créer un bloc pour travailler sur ma présentation et vous allez vous isoler pour travailler là-dessus, donc pour travailler en mode deep work, en mode concentration profonde. Vous allez couper vos emails, couper les distractions, les notifications, fermer votre porte, la porte de votre bureau pour travailler pleinement sur votre tâche. Et vous verrez qu'en faisant ça, vous serez beaucoup plus efficace que si vous étiez constamment interrompu. Alors là, vous allez certainement me dire, oui, mais si je fais ça, si je m'isole, on va forcément toquer à ma porte parce qu'on va me poser des questions, parce que, comme d'habitude, mes collaborateurs auront besoin de moi, etc. Si ça arrive, il y a la deuxième routine qui va vous aider et ce sont les points récurrents. Aujourd'hui, vos journées ressemblent à ça. Vous avez le travail, interruption, ensuite pause déjeuner, etc. Donc c'est difficile d'appliquer la technique du time blocking et le deep work dans cette configuration-là. Donc ce que vous devez faire à la place, c'est avoir un point récurrent. Autrement dit, c'est au lieu d'étaler toutes ces interruptions tout au long de la journée et d'être dérangé, vous allez demander à la personne en fait de noter toutes leurs questions et leurs demandes sur une feuille et ensuite vous en parlerez pendant le point. En fait, il faut qu'elle développe ce réflexe de, à chaque fois qu'elle a une question à vous poser ou qu'elle a une demande, au lieu de venir tout de suite vous voir, d'écrire sa demande ou sa question sur une feuille et d'attendre le point
pour ensuite débriefer et que vous puissiez lui rapporter tous les points, hein, toutes les informations dont on a besoin, ou peut-être d'ailleurs, si elle a besoin que vous signiez des documents, d'attendre ces points-là pour que vous les signiez. Pour que ça fonctionne, il faut absolument que le point soit fixe. Donc vous devez définir un jour et une heure, vous devez vous accorder à votre collaborateur pour définir ce point-là, parce que en ritualisant ça, vous allez habituer votre collaborateur à attendre ces points pour qu'il vous pose toutes vos questions. Le problème, c'est que si vous ne faites pas ça et que les points sont aléatoires, parfois vous les faites, parfois vous ne les faites pas, votre collaborateur va retomber dans ses travers parce qu'il ne va pas savoir quand est-ce qu'il va pouvoir vous voir la prochaine fois et il va tout de suite venir toquer à votre porte pour vous demander ce qu'il a l'habitude de vous demander. Alors qu'avec des points fixes, au moins, vous lui donnez des points de repère. Vous savez qu'il saura que dans son calendrier, il a ces points spécifiques avec lesquels il peut aborder les sujets et il sera moins tenté de venir vous voir pour vous interrompre. Donc à quelle fréquence faire ces points ? Il faut que vous le fassiez au moins une fois par semaine, donc c'est un minimum. Maintenant, si vous avez beaucoup de sujets à traiter, à ce moment-là, faites-le peut-être 2 à 3 fois par semaine ou quotidiennement. Tout va dépendre du volume de demandes que vous devez traiter au quotidien. Donc en résumé, pour limiter les interruptions, vous devez changer vos croyances, former vos collaborateurs et instaurer des routines. Si vous avez besoin d'aide sur ces sujets-là et que vous souhaitez mettre en place tout ce qu'on vient de voir, c'est notre spécialité chez Everlab. On aide des dirigeants à libérer 5 à 10 heures par semaine en mettant en place des systèmes intelligents. Donc ça va passer par une meilleure délégation, la mise en place d'automatisation, la mise en place de SOP, la restructuration d'entreprise et bien plus. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour prendre un rendez-vous d'audit.